Jean-Louis Borloo, bonjour. Bon. 45 ans d'amitié avec Bernard Tapie, Jean-Louis Borloo. 44, 45 ans. 44. Vous étiez connu comment? Oh, bêtement. Il avait voulu reprendre une affaire à Lyon. Oui. Et puis, bon, c'était pas fait. Le président du tribunal, il dit, vous avez du talent, mais chez vous, j'irai voir un petit jeune, là, un petit gars à Paris, il vous faut un avocat comme lui. Et il est arrivé, il avait sonné, enfin, bon. Oui. Et comme Bernard, c'est-à-dire il rentre, et puis tout de suite il prend la lumière, Oui. et il était à ce moment-là comme vous l'avez toujours connu. Oui. Même tout jeune. Il était comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Il était tendre, chaleureux, drôle, intelligent. Oui. Intelligence exceptionnelle. Il avait tous les talents, ce garçon. Il disait souvent, moi j'ai lu de très nombreuses interviews, il disait souvent j'ai réussi ma vie. Oui, je crois. Il a incroyablement réussi sa vie. D'abord, il a réussi sa famille. Oui. Il a ce qui était le plus important au monde, de Pour lui. tout, de tout. Oui. Sa femme, ses Sa enfants, femme, ses petits-enfants. ses enfants, ses petits-enfants, et même si c'est pas la même catégorie, permettez-moi, ses chiens. Voilà. Ses chiens. Il adorait ses chiens qui le lui rendaient bien. Bon. Qui le lui rendait bien. Ça, c'est réussir sa vie. Oui. Ce départ entouré comme ça, de tant d'émotions, de tendresse pudique, parce que c'était un homme d'une pudeur extraordinaire. Le jardin secret de Bernard Tapie, je prétendrai même pas le connaître vraiment. Oui. Seul Dominique et les enfants le connaissent. C'est un type très 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 pudique. Et oui, il a réussi sa vie, il a réussi... il est allé au bout de toutes ses passions. Oui. Il est allé au bout de la main tendue aux jeunes des quartiers, aux écoles qu'il a fait à l'époque. C'est des écoles de vente, à Béziers, un peu partout, bon, et jusqu'à Namur. Bon. Oui. Il était au bout de sa passion pour Marseille, pour le foot, pour le vélo. Parler, évidemment. Pour le vélo, Oui, pour le la vélo. transatlantique. Bon, il est allé au théâtre. C'était absolument invraisemblable. Il a joué avec Lelouch. Il y a encore 9 mois, un an, il me disait, tu devrais appeler Claude Michel, parce que je voudrais jouer Les Misérables. Il y a un an. Il y a un an. Voilà, il voulait tourner. Bon, c'est donc oui, il a totalement réussi sa vie. Alors, je vois pas de rêve plus grand peut-être qu'il aurait pu avoir que ce qu'il a fait. Que ce qu'il a fait. Il a trébuché souvent, il s'est toujours relevé tout au long de sa vie, Jean-Louis Borloo. Est-il vrai qu'entre deux séances de chimio, il prenait son vélo et il partait dans sa maison de Seine-et-Marne? Bien sûr. 50 Bien kilomètres. Bien sûr. Toujours cette volonté d'aller plus loin, cette volonté de se... C'était quoi chez lui? Il a couru toute sa vie, mais après quoi? Il voulait gagner, sans cesse gagner? Il voulait pas gagner pour battre les autres. Il voulait aller au bout de ses rêves. Et ben pourquoi il continue à faire du vélo malgré les chimos? Parce que c'était la condition de son combat. Oui. C'était de rester en forme. Oui. Il a, lui, décidé de livrer un combat contre ces deux cancers incessant. Oui. Voilà. Il a tout fait, il l'a détesté, il les a maltraités, les a contournés, il a inventé de nouveaux protocoles. Tout ce qui existait sur la planète pour vaincre ces deux cochonneries, il l'a fait, je crois. 2017, son premier cancer. Oui, c'est ça. Oui, 2017. Oui, c'est ça, à peu près. Oui, 2017. Ces derniers jours, il savait qu'il partait. Écoutez, je ne suis pas dans son cœur, mais je crois vraiment pouvoir dire sans vous étiez à ses côtés. Impudeur que jusqu'à jeudi, il pensait quand même qu'il allait gagner. Je crois que c'est le lendemain. Voilà, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Moi, j'ai le sentiment, oui. Je l'ai entendu chuchoter à Sophie qui était là et qui était... Là, il a dit, elle est où maman? Elle était partie 20 minutes changer des lunettes. Il y avait les enfants là.
les filles à moitié sur le lit, l'entourant. Je l'ai entendu chuchoter à Dominique, je crois, qu'il a chuchoté c'est fini, ma chérie, ou quelque chose comme ça. Et avait sa main chaude là. Je crois que c'est la première fois. Alors je ne dis pas qu'il n'a pas eu des moments. Oui. Évidemment. Bon. Oui. Mais il était dans le combat jusque-là. C'est la première fois où il sentait que la mort arrivait. C'est le sentiment que j'en ai eu en tous les cas. Oui. Jean-Louis Borloo, il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut encore se le faire pardonner. C'est Franz-Olivier Gisbert qui lui accole cette citation des frères Goncourt. Yves Tréhard le rapporte dans Le Figaro. Vous êtes d'accord? Oui. Très belle phrase. Oui. Moi, je vais vous dire, bien sûr que pour faire tout ce qu'il a fait, pour embarquer tout le monde, il fallait avoir et du talent et un cœur gros comme ça, sinon vous n'embarquez pas les autres, et parfois anticiper un peu la vérité pour qu'elle s'auto-réalise. Tricher un peu avec la vérité, Jean-Louis Borloo. On va en parler. Je vais en parler aussi parce que un homme est fait de tout. Mais ce qui fait la beauté de l'homme, c'est son jardin secret. Oui. Donc, ce que je veux vous dire, c'est pour faire tout ça, il y a un dénominateur commun, c'est l'amour et l'affection. Vous n'embarquez pas des équipes de cyclistes, des équipes de foot, des équipes sur un bateau, des équipes de tournage, des équipes de théâtre, juste parce que vous avez un talent. Bien sûr qu'il avait un talent fou. Quant aux grincheux dont vous parlez... Oui. Ils sont nombreux. Je les ai lus. Je les ai entendus. Vous les connaissez. Ils sont, oui, enfin, c'est ceux qu'on voit. Pas les foyers français, croyez-moi. La bonne société. Il est populaire. Oui. Il est populaire. Oui, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, tout simplement, derrière le mot populaire. Et évidemment que pour tous ceux qui n'ont ni sa gueule, ni son talent, ni son courage physique, ni sa capacité à embarquer, ni cet échange d'amour et d'affection avec les autres, c'est vrai que c'est un peu insupportable. Bon. Et oui, il y a eu beaucoup de grincheux sur la route. Oui, il disait « Je ne mens pas. La vérité, c'est au moment où je pense ce que je dis. La semaine d'après, ça ne l'est plus. Mais je n'ai jamais menti sur le principal, seulement sur l'accessoire. » Oui, il anticipait. Vous savez... Mais c'était quand même un homme de bluff. Un homme de... certains disent, il jouait au bonneteau. Et il avait ses coups de gueule, il avait ses emportements, il avait ses passions, il avait ses amours. Mais c'était un homme de bluff aussi. Il a bluffé. Ah oui? C'était un joueur ou pas? Non. Non, pas du tout. Ni jeu. Ni jeu. Ni alcool. Ni cigarette. Ouais. L'homme d'une seule femme. Ouais. Cet homme... Personne ne l'a jamais surpris d'irrespect, par exemple, pour les femmes. Ouais. Vous avez déjà entendu un ragot sur lui? Non. Jamais. Non. Or, quelqu'un d'aussi beau, populaire et puissant, jamais une histoire, jamais une embrouille, jamais une indélicatesse. Pardon, ils sont pas nombreux. C'était un bonimenteur auquel les Français pardonnent tout. J'ai lu cela aussi. Oui, vous savez, ces phrases à l'emporte-pièce de ceux qui pensent pas, c'est tellement plus difficile de paraître intelligent en étant bon qu'en pouvant dire des vacheries. Mais tout de même, Jean-Louis Borloo, tout de même, il a fait fortune sur la ruine d'autres entrepreneurs. C'est vrai ou pas? Mais bien sûr. Mais non, il a mis au chômage de nombreux salariés. J'ai entendu les témoignages, Jean-Louis Borloo, je les ai entendus. Monsieur Bourdin. Oui, Jean-Louis. Quand des entreprises se cassent la gueule, il y a deux solutions. Ou personne s'en occupe, ou quelqu'un s'en occupe. Eh bien, il s'en est occupé. Alors, bien mal, ça marche pas à chaque fois. Mais vous n'allez pas me raconter qu'il a pris des entreprises florissantes et qu'il les a foutues par terre. Ça devient un retour. Vous savez, c'est l'histoire de la voiture volée. T'as Bourdin, t'as vu Bourdin, putain, c'est dingue, hein. Il s'est fait choper pour une histoire de voiture volée. Oh non, pas Jean-Jacques, c'est un brave type. Bon, BFM, il gueule un peu, mais enfin, c'est un brave type. À la réflexion, je sais pas si c'est lui qui a volé ou si c'est lui qui s'est fait voler sa voiture. Bon, il a essayé de redresser, il a jamais coulé les entreprises. Oui. Mais vous voyez, c'est cette le vrai Bernard. Je vais vous le dire. Connaissez l'histoire de Zora, cette petite franco-marocaine
atteint d'un cancer d'un poumon, qu'il a aimé héberger chez lui avec Dominique, qu'il a accompagné jusqu'au bout. Vous savez, vous vous souvenez de cette grande émission Ambition? Oui, je m'en Qui souviens. a voulu faire TF1. On lui avait proposé, je l'ai faite avec lui, cette émission, un cachet gigantesque, énorme. Oui. Vous savez où est allé le cachet? Non. À la Fondation Abbé Pierre. Il a appelé Marie-France Brière, la productrice, il lui a dit, Marie-France, ce cachet-là, énorme, je veux pas. Elle lui a dit, c'est pas possible. À l'époque, c'était encore service public. La comptabilité aurait pas permis. Tu te démerdes, Marie-France, tu le fais. Alors, les fâcheux, et lui, tout ça, ça c'est jamais su. Je sais même pas s'il apprécierait vraiment que je dise ça ce matin, pardon. Pas beaucoup dormi. Mais évidemment qu'un homme est complexe. C'était un homme de lumière, c'était un homme... Et puis il avait ses trucs, évidemment. Il avait ses emballements, il avait bien entendu. Mais alors, franchement... Il a eu cet emballement pour la politique, tout à coup. Mais c'est quoi? Pourquoi cette entrée en politique? Il n'est pas entré en politique, il est rentré... Parce que François Mitterrand lui a demandé? Non. Moi, alors allez-y. Non, je connais bien, parce que en gros, j'ai vécu... Non, mais j'ai vécu la même chose. À un moment donné, il y a des gens qui vous disent, tu peux pas m'aider. Puis ils sont un peu plus nombreux. Puis ils sont très très nombreux. Ça lui est arrivé à Marseille, moi ça m'est arrivé à Valenciennes. Voilà. Et vous savez pas pourquoi. Vous avez envie de leur dire oui. Et vous êtes prêt à ce moment-là à abandonner plein d'autres trucs que vous croyez être votre vraie vie pour ça, pour cette passion. Parce que c'est touchant. Parce que c'est prenant, des gens qui disent on compte sur toi. Non, c'est ça ce qui s'est passé. Il aimait les gens. Mais c'est ce que je vous dis. Il n'est que amour, ce type. Il s'installait dans les quartiers populaires avec un mégaphone, les fenêtres s'ouvraient et on l'écoutait. Dans des endroits où les politiques n'allaient jamais à l'époque. Mais bien entendu. Donc il n'est pas rentré en politique. Il y a eu après il y a toujours des concours de circonstances. François Mitterrand, qui était un très grand chien qui trouvait les meilleures truffes, il a considéré que c'était le diamant du moment, très bien. Donc voilà, il avait de l'estime pour lui. Mais il l'aurait, vous savez quoi? Il l'aurait fait de toute façon. Il ne supportait pas de voir des gens... Regardez ce qu'il a fait pendant sa maladie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dire à tous ceux qui ont des maladies, qui luttent contre des maladies terribles, on y va. Tant qu'on est vivant, on continue à se battre. Vous savez le bien qu'il a fait à tous ces malades. C'est quand même globalement quelqu'un qui a fait et du bien, et du bonheur, et de la joie à beaucoup de gens. Alors... que la bonne société soit surprise. Elle a toujours été bonne société, comme vous dites. Mais je sais bien. La bonne société politique aussi, Jean-Louis Borloo. Je sais bien. Vous savez, il y a 20-25 ans, je me souviens, quand on pensait qu'on allait me blesser, on me disait... Oh, lui, c'est le tapis du Nord, avec une condescendance et un mépris absolu. Absolu. Mais il ne savait pas que ça me faisait plaisir, ces idiots. Jean-Louis Borloo, combat permanent contre l'extrême droite. On se souvient de ces joutes verbales avec Jean-Marie Le Pen. Vous allez me dire est-ce que cette anecdote est vraie ou pas? Ce fameux meeting du Front National à Orange, c'était en 1992. Il a été invité par Bruno Gollnisch, il prend la parole, hué par la foule. Il y a là des sympathisants FN. On prend tous les immigrés, hommes, femmes, enfants, on les met sur un bateau, sur des bateaux, on les envoie très loin d'ici, dit-il. Alors évidemment, le public l'acclame et il ajoute, et quand ils sont assez loin, pour être sûr qu'ils ne reviendront pas, on coule les bateaux. Le public, là, est en liesse. Alors Tapi change de ton. Je ne me suis pas trompé sur vous. J'ai parlé d'un massacre, d'un génocide, de tuer hommes, femmes et enfants. Et vous avez applaudi. Demain, au moment de vous raser ou de vous maquiller, lorsque vous vous verrez dans la glace, gerbez-vous dessus. C'est vrai ou pas? Eh bien, je ne sais pas, mais c'est lui. C'est lui. Je ne sais pas si ses propos sont exacts, si c'était à Orange. Mais globalement... vous savez, Begin avait dit la même chose à Jérusalem, pour un sujet à peu près équivalent. Et d'ailleurs, la question va se poser bientôt aussi. C'était le combat contre... Il ne supportait pas l'injustice, le mépris de ceux qui ont des situations acquises pour ceux qui n'en ont pas. L'idée que
on peut s'en sortir, faire ensemble. Elle dépassait tout. Est-ce que Zemmour aurait été un combat pour Tapie? Écoute, je n'en sais rien. Je ne veux pas transformer un moment que je partage avec un Nîmois provençal, si j'ose dire, propos. Oui, bon, enfin, franchement, hein, vous êtes. Oui, on est voisins. Bon. On est cousins. On est cousins. Voilà, vous êtes cousins. Ce moment mélangé avec quelque autre sujet, ne m'en veuillez pas. Bon, d'accord. Bernard Tapie et le sport. Je voudrais terminer avec ça, évidemment, puisque l'OM, le stade Vélodrome, lui rend déjà hommage. D'ailleurs, faut-il baptiser le stade Vélodrome? Ça appartient aux Marseillais, moi, ça me ferait plaisir. Tapie, ça vous ferait plaisir? Mais ça appartient aux Marseillais. Ça appartient aux Marseillais. Marseille, l'OM. C'était ça. Finalement, ça a été... Bon, enfin, il a eu 1000 passions dans sa vie, mais peut-être la plus exaltante pour lui. Après sa femme. Après sa femme. Bon, 1904. Et ses enfants, ses petits-enfants. Non, mais l'OM, c'est... 1993. C'est pas que l'OM, c'est Marseille. C'est Marseille. C'est tous les quartiers de France. Oui. Mais vous savez qu'il est adoré à Valenciennes. Adoré. Bon. Malgré l'affaire. Mais bien entendu. Mais bien entendu. Ça y est, ça vous reprend, là. Vous avez un hockey, cher ami. Non, j'ai pas un hockey. Il y a des... parce que personne n'est parfait. Chacun d'entre nous a ses complexies. Lui, il est emporté par sa passion, peut-être. Oui, c'est peut-être. Et tous ceux... D'abord, il y a combien de gens qui regardent le Tour de France? Il y a combien de dingues de vélo en France? Sport extraordinaire. Il y a combien de dingues de foot en France? Combien de dingues de musique en France? Il y a combien de dingues de transatlantique en France? La France excelle dans cet art extraordinaire. Il y a combien de dingues de cinéma, de théâtre, combien de dingues de musique? Eh ben, il a été au top partout. Il y a combien de dingues qui aiment la politique? En plus, même ça, il l'a fait. Et puis pas dans un poste de ministre retraité, pas au budget. À la ville. Pour les quartiers, à la ville. Alors, vous étonnez pas que dans chaque foyer français, il y a pour chacun une petite partie de soi qui est partie hier. Ouais. Voilà. Il sera inhumé à Mazargues. Ouais. Et Mazargues, c'est tout près du stade Vélodrome. Quand on connaît un peu Marseille, tout près du stade Vélodrome. Cette Ligue des Champions, ce but de la tête de Basile Boli, vous étiez là ou vous étiez là? J'étais là. Oui. Ça me fait plaisir j'ai vu Basile hier soir. Oui. C'est un truc fantastique. Mais ça aurait pas été ce but, ça aurait été un autre. Ouais. Ça aurait pas été ce jour-là, ça aurait été un autre. De toute façon, ça se serait fait. Ouais. De toute façon. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, de toute façon, il voulait leur donner. Il n'a pas gagné la coupe. Il l'a offert aux Marseillais. Ouais. C'est une petite nuance. Oui, d'ailleurs, il a pris la tête de l'OM pour ça. Exactement. Pour ça. Et il disait qu'il resterait à la tête du club tant qu'il n'aurait pas gagné la Ligue des Champions. Tant qu'il ne l'aurait pas offert la Ligue des Champions. À la ville de Marseille. Absolument. Et pourquoi cet amour pour Marseille? Mais parce que c'est réciproque. L'amour, c'est toujours à deux. Ouais. Vous avez remarqué? Oui. Bon. Ouais. Plus modestement, j'ai vécu la même aventure. Oui, avec Valenciennes. Je veux dire, des gens vous disent, mais tu sais, on peut compter sur toi, tu peux nous donner un coup de main. Puis évidemment que vous dites oui. Et puis vous êtes pris dans ces parties du territoire qui ont des fractures, des souffrances, qui ont un potentiel extraordinaire, sont plus touchés que les autres quand vous donnez un coup de main. Voilà. Il y a pas d'ingratitude, il y a que de la gratitude. Et évidemment que c'est réciproque. Alors, je voudrais terminer sur les mots que vous lui avez envoyés, en quelque sorte. Là où tu t'es échappé, homme lavé par la justice, tu ressens cette explosion d'affection et d'amitié qui monte vers toi de tous les foyers français. Merci Bernard, tu es énorme, tu es hors norme. À bientôt mon frère. On n'en dira pas plus. Merci Jean-Louis Borloo. 8h54.